bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. Les scientifiques lui ont trouvé un nom de code, 2019-nCoV, un mystérieux virus à l'origine d'une épidémie en Chine qui inquiète le monde entier. À l'aéroport de Roissy, pas de mesures particulières à l'arrivée des vols en provenance de Chine, mais des précautions prises au départ. Ce virus présente des ressemblances avec le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. Apparu en 2002, il avait fait près de 800 morts. En France, 7 cas avaient été identifiés, dont un mortel. En Asie, plusieurs nouveaux cas de contamination se sont déclarés. 2 au Japon, 5 à Hong Kong et en Thaïlande. Par précaution, le gouvernement chinois a décidé de confiner 12 villes autour de Wuhan. Au total, ce sont 56 millions de Chinois qui se retrouvent coupés du monde. Des rues désertes qui donnent l'impression d'une ville fantôme coupée du monde extérieur. Voilà à quoi ressemble désormais Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus, et placé depuis la semaine dernière sous quarantaine pour éviter sa propagation. Pour éradiquer le virus, le gouvernement chinois a sorti l'artillerie lourde et a promis la construction d'un 2e hôpital en seulement 10 jours. Depuis hier, plus d'une cinquantaine de tractopelles s'activent pour construire un hôpital de 25 000 m² et 1300 lits qui accueillera exclusivement des malades atteints par le virus. Des centaines de lits alignés, prêts à recevoir de nouveaux malades. C'est ce parc d'exposition réquisitionné que les autorités chinoises ont choisi d'afficher devant les caméras du monde entier. Mais derrière la communication du gouvernement, il y a cette vidéo amateur. Regardez ces sacs, il y a des corps à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 sacs. Monsieur, il y a tellement de personnes qui sont mortes. Ces sacs viennent-ils d'arriver ici? L'homme qui filme avec son téléphone portable n'obtiendra pas de réponse. Il pénètre alors dans l'un des hôpitaux de la ville bondés, où le gémissement des malades résonne. Voici les photos qui ont semé le trouble, une foule faisant la queue devant un funérarium, ou encore des centaines d'urnes funéraires empilées sur des palettes. Il avait tenté d'avertir le monde médical avant qu'il ne soit trop tard, mais a été muselé par les autorités. Ce vendredi, ce médecin chinois de 34 ans est décédé du virus qu'il tentait de stopper. Je pense vraiment pas qu'il y ait d'épidémie en France. Il y aura des cas isolés peut-être, hein, oui, mais il n'y aura pas d'épidémie parce qu'on sait faire, on sait contenir, on sait isoler ses patients. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Putain, restez chez vous, quoi. Rendez-nous service, sortez que si c'est strictement nécessaire. Je vois des gens faire leur footing, qui font des grands coucous avec des grands sourires. Des gens qui sont malades parce qu'il y a du soleil. Nous, les routiers, on est épuisés, on n'en peut plus. C'est que la première semaine. Il est extrêmement important aujourd'hui que chacun et chacune reste chez soi pour éviter la propagation de l'épidémie. On a demandé aux restaurateurs, aux bars, aux cafés, aux discothèques, samedi soir à 19h30, de fermer tout à partir de minuit. Ce qui a été appliqué, c'est extrêmement difficile, c'était violent. Mais je crois qu'aujourd'hui, pour qu'on aille plus vite, tous ensemble, il faut vraiment être responsable. Restez chez vous, mais sans penser au personnel médical qui galère et qui va galérer encore pendant un petit moment. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. C'est une déclaration qui restera dans l'histoire. Une mesure sans précédent. Cette nuit, Donald Trump a annoncé que les États-Unis fermaient leurs portes aux Européens.
Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Alors ce sont effectivement des chiffres vertigineux parce que c'est une crise économique vertigineuse. Et je crois ne jamais avoir caché aux Français que cette crise était une crise qui ne pouvait avoir d'autre comparaison que la grande récession de 1929. Je l'ai dit depuis le début, la directrice générale du FMI a repris cette comparaison, d'autres économistes aussi. Effectivement, cette crise est vertigineuse parce que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de l'économie française, une grande partie des économies européennes sont à l'arrêt. On annonce que 5 millions de masques seront délivrés par l'armée. Ils arriveront, on ne sait pas exactement quand, dans les pharmacies. C'est de mesures à aider le personnel soignant ou pas? Bon bah écoutez, c'est bon avec les masques, là, ils ont été nuls, ils n'ont rien prévu, ils n'ont pas... En 2012, il y avait encore 1 milliard de masques et 700 millions de masques FFP2, il faut le savoir. On est emmerdé avec les douanes actuellement, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se sont débrouillés, qui font des circuits parallèles, notamment du privé, on levait des fonds, on fait venir des masques, et les masques n'entrent pas sur le territoire parce qu'ils sont bloqués par les douanes. Ça suffit. Aujourd'hui, on nous a mis de côté. Le pharmacien, il est capable d'équiper la population. Il y a 22 000 pharmacies en France. Et on n'a pas le droit de vendre de masques. Je peux m'approvisionner en masques sans l'aide de l'État. La majorité des pharmaciens peuvent le faire. Il y a des réseaux. On a nos filières. Aujourd'hui, le pharmacien n'a pas le droit de vendre de masques. On n'a même pas le droit d'en acheter. Je vais faire un truc, regarde. Mais à quoi ils jouent ces gens? Ils nous donnent pas de masque, ils veulent même pas qu'on soit testé. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'un médecin contamine ses patients, c'est ça qu'ils veulent vraiment? Est-ce qu'ils imaginent que le rôle d'un médecin c'est de contaminer des patients? Le rôle d'un médecin c'est de soigner des patients. Actuellement, vous savez ce qu'on fait? On fait comme le sous-officier de la coloniale, on se démerde. C'est-à-dire qu'on est en train nous-mêmes de trouver des protocoles, des choses pour se débrouiller parce qu'on est en manque. On est en manque de tenue, on est en manque de tests, on est en manque de tout. Alors actuellement, on confine nos patients, on les voit par téléphone uniquement, on cherche à même pas les voir en présentiel, c'est ça qu'ils font à Strasbourg, c'est ça qu'on va faire parce que la vague, on va la prendre dans la gueule dans une semaine à peu près. Je vais choquer tout le monde en disant ça, mais la pleurniche permanente hospitalière fait qu'on est en permanence au chevet de notre hôpital, peut-être de façon... Vous êtes dur, là. On commence à être vraiment dans la merde. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. Mais comme d'habitude, le gouvernement n'a absolument rien écouté. Jamais. Quand est-ce que le personnel soignant est écouté concrètement? Déjà, à la base, jamais. Quand c'est arrivé dans le Grand Est, que les infirmières ont commencé à dire qu'ils avaient des patients qui mouraient, qu'ils étaient débordés, que les hôpitaux débordaient. Là encore, ils n'ont rien fait. J'ai tous les jours des centaines de mails de franco-italiens. Certains me disent, monsieur le député, si aujourd'hui je suis malade, j'ai plus de 80 ans, je suis considéré comme mort. Parce qu'ils ont l'impression que s'ils rentraient à l'hôpital, ils seront sacrifiés parce qu'on va s'occuper des jeunes en priorité, ils ont peur. Mais le fait de leur administrer du Rivotril, c'est en fait pour leur faire une sorte d'euthanasie douce, sans souffrance. C'est certain, mais qui amène à la mort. Un arrêté du 13 janvier dernier précisément, qui a été paru au journal officiel 2 jours après, a classé l'hydroxychloroquine sous toutes ses formes sur la liste des substances vénéneuses, ce qui pousse certaines personnes... Trouver un vaccin pour éradiquer le coronavirus, c'est la priorité fixée par la Commission européenne. Sa présidente Ursula von der Leyen a présenté ce mercredi sa feuille de route. Elle défend une réponse coordonnée pour sortir de cette crise et cela commence par la recherche et le financement d'un vaccin, notre meilleure chance collective de vaincre le virus, a-t-elle insisté. Le BCG, puisque c'est bien de ce vaccin qu'il s'agit, pourrait atténuer les symptômes sévères du coronavirus. C'est ce que nous espérons en effet. Il y a quelques signes qui laissent suggérer que ça puisse être le cas, mais il faut qu'on le teste dans des études cliniques bien contrôlées avec un placebo et randomisé. C'est ce qu'on essaie de faire. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. La vitamine C a prouvé améliorer les cas d'insuffisance respiratoire aiguë induits par d'autres problèmes. Elle permet également de produire un choc. Nous avons tenté des dosages élevés en vitamine C sur nos patients et il paraît y avoir des améliorations de la fonction des poumons, par exemple en améliorant la réponse inflammatoire, l'indice d'oxydation et en réduisant le temps de ventilation. Avez-vous de nouvelles données concernant la toxicité de traitements à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine? On a vu là maintenant nous avons sur les... Alors on fait ça bien entendu avec nos amis cardiologues. Il y a quelques personnes dont ils nous ont dit écoutez ceux-là on préférerait que vous ne les traitiez pas. Alors, on ne les traite pas. Ça ne représente pas grand monde mais ce n'est pas la peine de prendre des risques qui sont inutiles. Et deuxièmement sur les 2600 que nous avons inclus, nous n'avons eu aucun problème. Ça commence à faire beaucoup quand même, 2600. Qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Mais qu'il arrête partout de dire « je suis un génie ». Donc si on essaie de voir si actuellement la crise sanitaire a une incidence sur la mortalité en France, la réponse est non. Ici à Wuhan, on est tous géolocalisés et notre identité est liée à un code QR. Quand le code est vert, on a le droit de sortir de la ville. Utiliser les données de nos téléphones portables pour analyser nos déplacements en plein confinement. C'est ce qu'Orange a fait. Résultat, cette carte, avec en bleu les zones avec beaucoup de départs, au profit des zones en rouge. On constate par exemple que Paris et les stations de ski se sont vidées alors que la population de l'île de Ré a augmenté de 30%. Une analyse qui se fonde sur la géolocalisation. Lorsqu'on utilise notre mobile, il se connecte à une borne qui émet un signal. Dès qu'on se déplace, c'est une autre borne qui prend le relais. Éric Zemmour, avant tout, nous vivons une période particulière. État d'urgence, privé d'aller et venir, interdiction de circuler sans autorisation, interdiction par endroit de sortir non masqué, interdiction de cracher, bientôt pisté par smartphone. Jusqu'où l'État peut-il aller pour imposer des règles drastiques et autoritaires au nom de la santé publique? Mais avant de vous écouter, Éric Zemmour, voici ce que garantissait la porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, on l'écoute. Nous nous engageons à la fois à ce que cette application que nous travaillons avec d'autres pays européens, il s'agit de l'Allemagne et de la Suisse, puisse répondre à tous les impératifs de protection des données personnelles tels qu'ils sont prescrits par les règlements européens, mais également qu'il s'agisse de données anonymisées, il va sans dire. Éric Zemmour, vous savez, moi, quand je regarde Madame Ndiaye, je me souviens qu'elle nous disait que les masques étaient inutiles et que donc maintenant, il faut des masques. Elle nous disait que les tests étaient inutiles, donc je ne crois pas Madame Ndiaye. C'est pour vous dire que quand elle dit quelque chose, je me dis qu'en fait, c'est le contraire qui va arriver. Donc lorsqu'elle dit quand elle me dit qu'on va protéger les libertés, je me dis, ouh là là là, il y a un grand danger pour les libertés. Alors, prenons de l'altitude. Prenons de l'altitude. Vous avez raison. Jusqu'où l'État peut aller pour imposer des règles drastiques au nom de la santé publique? Alors vous savez, c'est très intéressant parce que dans les années 70, le grand intellectuel Michel Foucault, fort controversé, avait écrit une thèse sur justement ça. Il expliquait que dans la modernité, les pouvoirs allaient reprendre un pouvoir absolu, les gouvernements allaient reprendre un pouvoir absolu, non pas au nom de la religion comme sous les rois, non pas, vous voyez, au nom du communisme, etc., mais au nom de la santé. Et il appelait ça le biopouvoir. Et nous vivons exactement cela. C'est très impressionnant de voir ça. Parce qu'il faut quand même dire que, vous l'avez très bien dit en introduction, notre liberté la plus fondamentale, c'est celle d'aller et venir. Oui. Et on en est privé. Oui. C'est la première fois dans l'histoire. Même pendant les guerres, on n'était pas privé de la liberté d'aller et venir. Il faut quand même voir ça. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique,
Et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris. Mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté? Moi, je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi, j'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors je suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus, c'est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence. On va s'intéresser à votre vie quotidienne de confiné. Il faut bien payer ses courses et comme pièces et billets non plus trop la cote, le paiement sans contact est de plus en plus utilisé. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour. Vous nous révélez ce matin que le plafond de 30 € pourrait être relevé. Oui, selon nos informations, le plafond devrait passer à 50 €. La décision doit être prise par les banques en tout début de semaine prochaine. Notre volonté, c'est d'y aller, nous a confié un des grands banquiers de la place, mais il faut s'assurer que cela fonctionne d'un point de vue technique, ajoute-t-il. Une fois la décision prise, en un mois, on doit être capable de tout adapter, nous a confié un acteur du dossier. Et ce relèvement du plafond, Emmanuel, c'est une des conséquences de la crise du coronavirus. Oui, notre façon de payer a totalement changé. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences.